Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Affaires Obscures. Salut David. Salut Florent, bonjour à tous. Alors, c'est notre premier épisode. Ça fait quelque chose. On a préparé ça depuis un petit moment, donc on va juste rappeler très rapidement c'est quoi le projet Affaires Obscures. Donc rapidement, on est tous les deux amis d'enfance. Toi, t'habites à Lille. David, exactement. Moi j'habite à Montréal depuis quelques années maintenant. Et depuis qu'on est tout petit, on se connaît depuis la maternelle. On est tous les deux passionnés de mystère, d'intrigue. Tout ce qui est occulte, pas forcément que les trucs d'OVNI et compagnie, mais même des trucs qui sont très très terre à terre. Et donc en fait chaque semaine on avait le projet de vous partager une histoire qu'on trouve bien. Alors David, ça va peut-être durer 1 heure, ça va peut-être durer 30 minutes, on sait pas, ça va dépendre de pas mal de... Ouais, ça va dépendre de pas mal de choses. On sait pas, et puis je pense qu'on a tous des sensibilités différentes par rapport à des événements de tout type, hein, que ce soit peut-être des histoires de fantômes, peut-être des histoires d'ovnis, qui sait, peut-être des énigmes qui restent totalement irrésolues dans notre monde. Et donc l'idée, c'est de présenter quelque chose, une histoire, différentes petites histoires qui vont nous prêter sans doute différents débats. Et le but aussi, c'est que chez vous, vous ayez aussi ces mêmes débats et vous aurez l'occasion aussi d'en débattre sur nos réseaux, n'est-ce pas Florent ? Ouais, exactement. On a ouvert une page Facebook, on a ouvert une chaîne Discord, donc faut pas hésiter à venir nous rejoindre, soyez les premiers. Et puis l'objectif, c'est vraiment d'avoir du feedback un peu sur tout ce qu'on fait, et puis d'avoir vos histoires, d'avoir aussi donnez-nous des idées sur ce qu'on pourrait faire comme épisode. Et puis voilà. Mais juste avant de démarrer, David, histoire de mettre tout au clair. J'aimerais savoir, toi, vis-à-vis de tous ces phénomènes, on parle ovni, on parle les trucs un petit peu occultes, mais aussi des mystères qui ont rien du tout d'occulte au final. Toi, tu te positionnes où là-dessus au niveau de ta sensibilité à tout ça? Moi, je crois en l'être humain. Non, je plaisante. Alors, moi, je suis comme la célèbre phrase de saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Et à l'époque de notre société où on nous cale beaucoup d'images, on nous cale beaucoup d'histoires, on partage beaucoup de choses, et on a tendance à croire beaucoup ce qu'on nous montre maintenant, du fait de tous ces écrans, du fait de toute cette publicité autour de tous ces événements possibles. Et moi j'ai envie de dire, il faut rester rationnel dans nos sociétés, il faut rester critique, l'esprit critique, hein, le fameux esprit critique qu'on doit tous avoir. Et je pense que c'est important d'avoir un esprit critique, mais au final, c'est un peu notre petite Madeleine de Proust, tout ce qui est les histoires de fantômes, etc. Parce que quand on s'endormait le soir, on avait un peu peur du noir. Quand on était seul chez soi, on a un peu peur. Et puis finalement, est-ce qu'il nous reste pas des éléments de ce passé-là finalement, même nous adultes? Peut-être que de temps en temps, parfois, on frissonne en pleine nuit parce qu'il y a des choses qui nous perturbent, ou alors, ou peut-être des événements dans nos vies qui résonnent avec beaucoup, on va dire, étrange, un peu. D'étrangeté, voilà. Bon, alors j'ai fait beaucoup de, mais vous m'excuserez, mais c'est parce que c'est un sujet qui effectivement est délicat, hein, clairement. Et donc ma sensibilité, elle est là. C'est l'esprit critique, mais voilà, moi j'adore. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, je pense. Non, mais je vois que toi, t'as une approche très rationnelle là-dessus, et moi, je pense que c'est aussi le cas. En fait, je pense que derrière tous ces phénomènes, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas forcément. C'est comme toi là. Je veux dire très souvent. Enfin, je pense pas que je crois vraiment aux fantômes, ovnis. Bon, ça, on pourra en discuter parce que. Il y a une différence entre croire aux ovnis qui viennent sur Terre et puis se dire que peut-être qu'ailleurs il y a une autre vie. Tu vois, moi je te coupe, hein, Florent. Vas-y. J'ai tendance quand même à croire, et peut-être que ça fera l'objet d'un débat dans un épisode à part entière. Hein, j'ai tendance à croire davantage à des ovnis dans notre univers
qui a peut-être des fois des histoires qu'on nous raconte. C'est ça. Mais moi, écoute, moi, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est le mystère. C'est de te dire, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait pas. Enfin, tu sais, du coup, moi, c'est vraiment le mystère qui m'intéresse. Et tu vois, par exemple, je suis en train de préparer un épisode bientôt sur quelque chose qui est pas du tout, qui est mystérieux, mais comment dire, qui est pas occulte, ovni et compagnie. C'est quelque chose qui est très terre à terre, donc qui est très rationnel. Et je suis autant passionné par préparer cet épisode que par faire quelque chose qui est un peu plus irrationnel, on va dire. Donc, Alors, il faut dire, parce que du coup, dans notre tendre enfance, on a partagé de temps en temps ce genre de petits mystères. Hein. On en connaît, et puis sans doute qu'on en évoquera dans certains de ces podcasts. Ouais. Et puis, on peut le dire aussi, parce que mais on aime tous les deux les films d'horreur. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Alors là, clairement, on aime les films d'horreur, on aime aller au cinéma et se faire peur. Alors, finalement, est-ce que dans notre petite condition d'humain, c'est pas ça qui nous fait vibrer, c'est d'avoir peur, qui met un peu de piment. Ça met un peu de piment de se dire ah merde, qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement. Avoir peur et puis résoudre des énigmes, parce que ça, c'est quand même exceptionnel. Le jour où on va résoudre des énigmes, je sais pas, je vais dire, peut-être qu'on en parlera un jour, l'énigme de l'homme au masque de fer, par exemple, ou alors l'énigme de Roswell. Non mais incroyable. Exactement. Ce jour-là, ça sera fou. Hein. Le monde, peut-être que le monde n'en sortira pas grandi, clairement. Mais en tout cas, pour chacun des personnes qui ont entendu ou écouté ce genre de mystère, c'est une vraie révélation, on peut le dire. Exact. Alors du coup, Florent, aujourd'hui, c'est toi qui nous a préparé un petit épisode. Ouais. Et donc, on va avoir le plaisir d'écouter quelque chose qui t'intrigue finalement. La petite histoire. C'est ça. La petite histoire. Alors, la question rituelle. Et qu'est-ce qui t'intrigue, Florent ? C'est quoi ce mystère ? Alors, moi, je vais te raconter l'histoire. Alors, attends, j'ai préparé une petite intro. Alors, moi, je suis sûr que dans la vie, on t'a déjà dit, tiens, tu me rappelles mon cousin X, tu me rappelles mon cousin Robert, ou bien, attends, c'est fou comment tu ressembles au cousin de l'ami de ma tante, non ? Est-ce qu'on t'a déjà dit ça un petit peu ? On m'a déjà dit que je ressemblais à des personnes, effectivement. Mais... Bon, la plupart du temps, c'est plutôt anodin, tu vois, c'est après ta discussion à sourire. Plutôt des sosies. Hein. Voilà, Exactement. Et du coup... La plupart du temps, c'est ça prête à sourire, tu rigoles et tout. Par contre, je vais te parler d'une histoire d'une certaine Émilie Saget, pour qui ça n'a pas été facile toute sa vie parce qu'elle s'est souvent fait renvoyer à cause de ça. Elle a dû souvent retrouver un autre boulot. Et avec ce cas-là, en fait, on va tout simplement parler du cas le mieux documenté de bilocation, désolé, dans l'histoire. Et voir, après, on verra si d'autres cas ont aussi existé. Alors, comment tu dis de bilocation, c'est ça ? La bilocation. Donc, alors, je suis pas très très fort en latin et compagnie, mais j'imagine que ça vient de location, qui voudrait dire d'être à deux endroits en même temps. Et d'accord. En fait, moi, cette histoire... Le don d'ubiquité, quoi. Exactement. Exactement. Et je pense qu'en allemand, je pense qu'en anglais, ils utilisent le même mot, mais on peut parler de doppelganger. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir un double qui peut être maléfique ou pas. Là, on verra l'histoire d'Emily. Mais moi, ce que je trouvais très drôle pour démarrer un peu pour démarrer le premier épisode de podcast, c'est de te faire un petit clin d'œil à ce numéro d'Historia Magazine, numéro 364 bis de 1977. Non, moi je me rappelle incroyable. Que tu m'avais prêté ça. On avait 10 ans. Effectivement, je t'avais prêté ce bouquin, et alors incroyable, on s'est pas concerté, mais finalement, moi, ce bouquin, et vous l'écouterez sans doute au second épisode, puisque vous serez abonné au podcast de manière massive, et donc vous aurez le plaisir aussi d'écouter quelques sources qui viennent de ce bouquin. Effectivement, un bouquin incroyable qui m'a été donné, parce que moi, David, donc,
je collectionne les bouquins d'histoire, mais de tout type, hein, on peut dire, Mhm. et notamment abonné à Historia depuis les années 2000. Vous voyez, hein, ça fait un moment, j'en ai une paire des Historia. Et donc, cette Historia-là, je l'avais eu à quelqu'un qui me l'avait offert. Et alors, on peut dire quand même à l'époque qu'il savait quand même attirer le regard, hein, parce que Franchement, cette c'est incroyable. couverture, elle est flippante, on peut le dire. Hein. On mettra une photo de ce magazine sur Facebook et sur le Discord pour ceux qui veulent voir. Et puis, sinon, moi, honnêtement, je l'ai trouvé à 50 centimes sur un site d'enchères très connu. Hein. Donc, mais l'intérieur vaut vraiment le détour. Enfin, franchement, moi, je le conseille. C'est assez énorme. Bref. Allez, on y va. On ferme la parenthèse. On y va. Alors, Émilie Saget, c'est parti. L'histoire d'Émilie Saget et de sa bilocation. Donc, en fait, Émilie Saget, déjà, c'est qui? Émilie Saget, c'est une dame qui serait née, parce que voilà, on sait pas trop, mais elle serait née en 1813 à Dijon. Donc pour vous donner un peu une image de qui serait Émilie Saget, on parle d'une fille blonde, donc c'est vraiment bien documenté, hein. Il y a eu plusieurs livres, je vais vous en parler après, mais on parle d'une jeune fille qui est blonde, légèrement plus grande que la moyenne, donc à l'époque ils étaient quand même assez petits, hein, donc j'imagine qu'elle devait faire 1m60, 1m70, timide, nerveuse mais douce, aimable et gaie. C'est comme ça qu'on l'a défini dans les livres qui nous permettent d'avoir des sources. En fait, cette jeune fille, elle commence à enseigner à 16 ans. Et en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que avant même d'avoir des témoignages de bilocation et compagnie, c'est qu'on sait qu'elle a empilé pas mal d'emplois en fait dans l'enseignement. Et elle se faisait souvent renvoyer. Pourtant, la plupart des personnes qu'il a mentionnées le faisaient en bien. Et elle était très appréciée. Donc c'est un peu bizarre. C'est une jeune fille qui commence à 16 ans. Et elle empile pas mal d'emplois. Puis en fait, à chaque fois, elle doit changer d'emploi, mais les gens la trouvent bien. Donc voilà, c'est pas comme si tout le monde disait non, mais elle est toujours en train de s'énerver, elle sait pas faire court, etc., etc. Ça, déjà, c'est le premier truc. Comme ces renvois avaient rien à voir avec son professionnalisme ou pour quoi que ce soit lié à son travail, elle avait même des lettres de recommandation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle en a à son 15e emploi. Et en fait, elle a plein de lettres de recommandation, donc elle retrouve un emploi très facilement. C'est un peu comme du pain béni pour les collèges et tout ça dans lesquels elle va, parce qu'en fait, tout le monde trouve qu'elle est très très bien. Donc voilà, avec ça, elle aura quand même pas mal voyagé. Mais ce qu'on ne sait pas à la base, au tout début de cette histoire, c'est pourquoi elle s'est faite autant renvoyer. Et ça, David, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu quelque chose, une affaire obscure. C'est ça. Donc, on a planté le décor, c'est ça. On a Émilie qui empile les emplois, que tout le monde aime bien et tout ça. Et là, l'histoire dans laquelle commencent vraiment les phénomènes, en fait, elle se passe en 1845. Donc en 1845, elle a à peu près 32 ans. Si elle est née en 1813, si je suis bon en mathématiques. Donc comme indiqué, c'est ça, hein. Comme indiqué, Émilie, elle a pas mal voyagé. Après plusieurs années à enseigner un peu partout, elle se trouve une place de professeur de français au pensionnat Neuwelke. Donc je sais pas si je le dis bien, ça a l'air d'être un mot allemand, donc j'essaye de faire un petit effort, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, ça se trouve en Lettonie, à côté de Riga. Et aujourd'hui, le pensionnat de Neuwelke, il existe toujours. Alors, je pense pas que ça soit toujours un pensionnat, mais je me suis documenté, je suis allé voir, et le bâtiment existe toujours. Donc c'est intéressant à voir, parce qu'en plus, on a même des indices de lieux qui existent encore aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool. Donc le pensionnat à l'époque, c'est pas gros en fait, hein. Ça accueille 42 jeunes filles qui sont issues de la noblesse germanique, de la noblesse de ces coins-là, on va dire, dont une fille qui va nous intéresser plus tard, la jeune Julie. Alors la jeune Julie, elle a entre 13 et 18 ans, donc je pense qu'à l'époque, au niveau des registres et compagnie dans ces coins-là, c'était peut-être pas super sérieux, parce qu'on sait pas vraiment quel âge elle a exactement à cette période. Et c'est la seconde fille du baron de Guldenstube.
donc c'est un sacré nom aussi. Mais c'est ça, cette fille, on va en reparler un petit peu après, parce qu'en fait, au final, c'est elle qui rapporte certains événements. Donc, quelques semaines après son arrivée, on commence à avoir des petits faits troublants. Donc, notre aimable Émilie arrive, en gros, elle pose ses affaires, elle a sa classe, elle fait cours, elle fait ses cours de français et tout ça. Et puis, quelques semaines après son arrivée, on a des petits faits qui sont un petit peu troublants. Le premier, et puis qui prête, comme je t'ai dit, ça prête un peu à sourire au début, c'est un élève affirme avoir vu sa prof à un endroit alors qu'un autre l'a vu à un autre endroit. Bon, c'est jusque-là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est le genre de truc, oh bah non, j'étais pas bien réveillé, ou non, t'es sûr, etc. Donc voilà, au début, ça va ressembler un peu à des rumeurs. Une anecdote dont personne ne prête vraiment attention. Par contre, après, ça va prendre une autre tournure. Ça va un peu, on dirait que ça va un peu crescendo, les phénomènes. Alors, est-ce que ça va crescendo parce qu'il faut un temps d'adaptation pour que les phénomènes viennent de plus en plus, ou bref, on ne sait pas. Mais un autre jour, Émilie fait classe à 13 élèves, dont la fameuse Julie, et d'un coup, les élèves voient 2 Émilie faire classe au tableau. Alors, de la façon dont ça se passe, c'est que les 13 élèves, donc il y a quand même 13 élèves qui le disent, voient la même chose. La prof double fait exactement les mêmes gestes au tableau, mais sans tenir de craie. C'est un peu comme si t'avais un petit peu trop forcé sur le picon, et qu'en fait, tu vois exactement la même personne qui fait exactement la même chose. C'est comme ça que c'est décrit. D'accord. Donc, c'est quand même un peu saisissant, je pense, quand t'as 13 ans. Une autre fois, et je te dis, ça va crescendo. Hein. Là, j'en ai plusieurs qui vont s'aligner. Mais au réfectoire, les 42 élèves auraient vu la jeune femme et son double qui faisaient les mêmes gestes. Donc, il y avait une jeune femme qui mangeait normalement et l'autre qui faisait exactement la même chose mais sans nourriture. C'est quand même assez spécial. Plus tard, Antoinette, une autre élève, voit sa prof se dédoubler alors qu'elle lui agrafe sa robe. Alors que là, en gros, si tu veux, à l'époque, les robes, c'était quand même tout un truc, j'imagine, dans ces années-là. Et puis, quand on peut voir des exemples, donc il fallait passer du temps à agrafer la robe et compagnie. Donc, dans le témoignage, Antoinette dit que sa robe avait un petit problème. Du coup, la prof vient la voir. Elle lui réagrafe sa robe. Et à ce moment-là, la prof commence à être un peu plus faible et hop, le double apparaît. À ce moment-là. Et on a plein de petits trucs comme ça. Qui sont pas très graves. Enfin, c'est pas très grave. Ouais. Enfin, moi, je pense que ça m'arrive. Je pense que je suis en flip total. Je sais pas toi, je pense qu'effectivement, on irait voir très rapidement un psychiatre. Hein, ouais, je pense que moi, ça m'arrive. Je serais effectivement en flip total. Mais c'est là où ça devient intéressant parce que, en gros, on dirait que comme si le double commençait à prendre confiance. Après le choc auprès des autres, il y a un peu de graduation. On affirme que quand Émilie sortait du réfectoire, son double restait et faisait sa propre vie au bout d'un moment. Ça, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'au tout début, il faisait exactement les mêmes gestes mais sans nourriture. Et puis petit à petit, il y a des élèves qui disent que ah bah tiens, Émilie, elle a fini de manger, elle est partie, et en fait son double, il est resté et en fait il faisait sa vie, il se baladait, il déambulait. J'ai pas vu de témoignages qui disent que le double a vraiment interagi avec eux. Donc c'est ça. D'accord, il n'y a pas de double qui est venu leur parler, il n'y a pas de double qui est venu faire une activité particulière avec eux. C'était vraiment un double passif, entre guillemets. Exactement, c'est ça. Un autre truc, un soir, le chef des jardiniers du domaine a vu la jeune... Parce que bon, si vous allez voir le pensionnat, c'est grand, il y a tout un jardin et compagnie. Donc il y avait le chef des jardiniers. Donc ce chef, il a vu la jeune femme se promener dans le parc, alors que toutes les professeurs et élèves étaient au réfectoire. Donc assez bizarre. Intrigué, il a décidé d'aller voir dans le bâtiment, mais a trouvé Émilie en train de manger à table des professeurs. Normal. Il est immédiatement retourné dans le parc pour croiser de nouveau le double de la jeune femme, parce qu'il voulait quand même vérifier. Et puis en fait, ce double marchait tranquillement, un livre à la main. C'est plutôt étrange.
Plusieurs jours plus tard. Le double savait lire, a priori. Exactement, le double était cultivé. Plusieurs jours plus tard, alors qu'elle était en train d'écrire une fable au tableau devant ses élèves, plusieurs des pensionnaires se sont retournés et ont vu le double de Mademoiselle Saget assis à la dernière rangée de pupitres alors même qu'elle était en train d'écrire au tableau. Moi, ça me fait frissonner ce genre de truc. Hein. T'imagines tes gamins, tu vois ça ? Pas évident. Exactement. Émilie malade. Et une de ses élèves, donc en gros, un jour, Émilie, la professeure est malade. Une de ses élèves, Mademoiselle de Wrangel, lui fait la lecture. Sympa de la part de l'élève. Et en fait, ce qu'elle va raconter, cette mademoiselle, c'est que Émilie devient lourde, elle va se raidir, pâlir, et elle voit son double sortir de son corps et faire les 100 pas dans la pièce. Donc en fait, c'est... On dirait à chaque fois qu'il y a une... On va le redire après, parce qu'on va analyser, mais à chaque fois qu'il y a une apparition comme ça, on dirait toujours qu'en fait, Émilie devient plus lourde. Tu sais, un peu apathique. Tu sais, elle va pas... je sais pas si c'est... Elle ressent son double sortir d'elle, quelque part, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais d'un point de vue tonus. En gros, elle perd énormément de tonus, comme si... Elle perd de l'énergie. Exactement, c'est ça. Et le plus gros des phénomènes, en fait, il survient. Donc là, on a atteint le climax pour les élèves, si tu veux. C'est le plus gros des phénomènes survient quand 42 élèves sont tous dans la même salle. Donc là, t'as tout le monde qui est là. J'imagine que ça doit être un cours global pour tout le monde ou une présentation. Bref, en fait, à la fenêtre, Émilie, elle est en train de cueillir des fleurs dans le jardin. Donc tous les élèves, en tout cas ceux qui sont proches des fenêtres, j'imagine, ils voient Émilie qui cueille des fleurs dans le jardin pendant qu'un autre prof fait cours, en fait. Par contre, quand le prof qui leur fait cours s'absente quelques instants, il voit le double d'Émilie apparaître. Alors ça, c'est intéressant. Il le voit apparaître. C'est comme ça que c'est dit dans les livres. Donc c'est pas comme si le double rentrait par la porte, genre frappe à la porte, rentre et compagnie. Non, avoir le double apparaît. Il y a une autre source qui dit arrive dans la classe quand même, mais la plupart des sources disent que le double apparaît confortablement installé dans la chaise du prof. Donc, ultra flippant. Enfin, personnellement, j'aurais trouvé ça méga flippant. En fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une prise de confiance du double, en fait. C'est ça que je trouve ça très drôle, un peu dans un sens. C'est qu'on dirait vraiment que le double, au début, il est pas trop sûr. Et puis petit à petit, il y va et compagnie. Et puis ensuite, genre, il a plus aucune retenue, quoi. Donc, la vraie Émilie, elle est toujours dans le jardin à ce moment-là. Par contre, elle a des mouvements très lents, très lourds, comme si elle avait besoin de dormir. Tu sais, un peu comme si d'un coup, elle se sentait vraiment fatiguée. Là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 élèves les plus téméraires de la classe qui tentent de s'approcher et de toucher le double dans la classe. Et en fait, ce qu'ils vont sentir, ils vont dire qu'ils ont senti une certaine résistance, comme s'ils touchaient un tissu fin. Là, j'ai le quote unquote de ce qu'ils disent, ils diront exactement comme celle qu'offrirait un léger tissu de mousseline ou de crêpe. Donc, à l'époque, les crêpes, ça se mangeait pas. Là. Je pense que c'était du tissage un peu. D'accord. Donc c'est ça, comme s'il passait à travers un truc comme ça. Et la forme va s'évanouir lentement et Émilie Saget va reprendre son tonus. Donc c'est ça, c'est assez étrange. Donc là je m'arrête 2 secondes avant de passer à la suite parce que c'est un peu le plus gros des phénomènes qui s'est produit. Et en fait, pendant 18 mois, on va assister au même phénomène. Donc jusque 1846. Ce qui va se passer, et là, c'est assez étonnant, c'est que les parents commencent à être inquiets des rumeurs. Et en fait, au bout d'un moment, en 1846, il va rester plus que 12 élèves sur 42 au pensionnat. Donc ce qui va se passer, c'est que notre brave Émilie va se faire renvoyer. Encore une fois. Ce qu'elle dira après être renvoyée, c'est hélas, déjà la 19e fois, c'est dur, très dur à supporter. Et en fait, elle va quitter Neuwelk et elle va aller chez sa belle-sœur pour s'occuper de ses enfants, qui diront souvent qu'ils ont 2 tantes. Mais ça se passera bien. Elle partira plus tard en Russie. Elle perdra contact avec elle, Julie. Donc Julie perdra contact avec son ancienne professeure. Et donc on saura pas trop ce qu'elle va devenir. Ça, c'est l'histoire, tu vois,
Étrange d'Émilie histoire. Saget. Affaire obscure, je dirais même. Moi, je trouve ça très drôle parce que quand je lisais ce livre quand j'étais petit, c'est une histoire moi qui m'avait fasciné. Parce que c'est pas ultra étrange, tu sais, c'est pas genre il y a des fantômes, il y a plein de trucs, mais c'est tellement étrange d'aller de voir cette chose. Donc moi, au niveau théorique, moi j'aime bien, je sais plus quel avocat disait l'effet, toujours l'effet. En fait, comment ça se passait? Donc, on peut dire que Emily, elle aurait eu un double d'une jumelle qui mettait tout le monde mal à l'aise. En gros, c'est un peu ça. Elle a un double. Par contre, son double était en quasi-permanence avec elle. Très certainement depuis le début de son activité professionnelle, puisqu'elle a quand même cumulé 18 emplois en quelques années. Ce qui est quand même énorme, ça mettait tout le monde mal à l'aise. Ce qu'on peut déterminer en lisant un peu tous les phénomènes autour d'Emily, c'est qu'elle était consciente de son double, bien qu'elle ne l'ait jamais vu. Ça, c'est un truc, elle a jamais vraiment vu son double. Elle a jamais porté attention. Elle le savait, elle était alertée de sa présence que par la surprise des gens autour, au final. Donc, et elle avait aucun contrôle de son double. Donc jamais... Donc, est-ce que finalement, elle-même, elle voyait son double? On ne sait pas. On ne sait pas. Elle en était là, consciente. C'est ça, elle en était consciente. Elle est consciente, par contre, mais... elle a jamais interagi, elle avait aucun contrôle, et c'était toujours parce que d'autres personnes lui faisaient remarquer, et qu'elle se disait oulala, enfin bref, il est là. Et son apparition rendait Emily comme léthargique. C'est vraiment faible. Et quand le double repartait, elle avait de retour du tonus. Donc c'est assez étrange. Exactement. En fait, on a un témoignage, on aurait un témoignage d'Emily sur le cas de son apparition dans la classe, alors qu'elle était en train de cueillir des fleurs, tu te rappelles? Elle dira qu'elle eut comme une envie soudaine d'aller en classe pour surveiller les élèves pour ne pas qu'ils fassent de bêtises. Donc ça, c'est intéressant, parce que est-ce que du coup, si on prend la théorie de oui, effectivement, elle avait un double, c'est un cas de bilocation, etc., est-ce que ça serait comme une réflexion de ses intentions qui se manifestent de façon... tu sais, est-ce qu'elle avait une faculté de se dédoubler quand elle pensait très fort à quelque chose? Tu sais, c'est... En gros... Je vois bien, là, c'est ça. Donc, au niveau des preuves qu'on a maintenant, parce qu'on a les faits, donc au niveau de la théorie, je pense qu'on est plutôt... On sait en tout cas comment elle le vivait, comment ça venait, comment ça repartait. Au niveau des preuves, pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est bien documenté? Parce qu'en fait, on a 3 auteurs qui ont documenté les faits. On a d'abord quelqu'un qui s'appelle Robert Dale Owen, en 1860. Il va écrire un livre qui s'appelle Footfalls on the Boundary of Another World. Donc ce livre de 1860 contient le témoignage direct de Julie de Guldenstube, qu'il a rencontré. Julie lui a expliqué les phénomènes, tout ce qui s'est passé. Et lui, il a inclus tout ça dans son livre. Ensuite, on a Camille Flammarion, donc c'est quand même quelqu'un d'assez connu, effectivement, qui va parler de tout ça. Il va même rencontrer Julie de Guldenstube, et son frère, il va le rencontrer aussi. Accroche-toi, qui s'appelait Johann Ludwig von Guldenstube. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais le dire, c'est que la famille von Guldenstube, donc Julie et Johann Ludwig, ils étaient hyper actifs dans le milieu parisien du spiritisme à cette époque. Donc c'est des gens, après avoir vécu du côté de Riga, ils ont émigré à Paris, et ils étaient ultra actifs dans le milieu du spiritisme à ces années-là. Par contre, Camille Flammarion, qui était quand même, je pense, d'après ce que j'ai lu, après je suis pas un spécialiste, hein, donc il faut me dire si je me trompe, mais qui avait l'air d'être quelqu'un quand même très terre à terre, il les décrira comme très sincères, peut-être un peu mystique, mais d'une loyauté inattaquable. Donc, en gros, il les trouve peut-être un petit peu, un peu fantasques, on va dire. Par contre, je pense qu'ils croient vraiment leur témoignage. Après, est-ce que leur témoignage est vrai ou faux? Au final, peut-être qu'ils ont cru voir des choses, etc. Mais en tout cas, ils remettent pas vraiment en doute
leur témoignage. Et enfin, on a Alexandre Aksakov, qui est parapsychologue et qui a aussi eu un témoignage direct. Il le mettra dans des livres. Donc voilà, c'est un peu pourquoi on parle du cas de bilocation le mieux documenté, parce qu'il y a vraiment plusieurs auteurs qui ont rapporté ça. Donc c'est ça. Moi, je peux te parler un peu de l'enquête derrière, parce qu'il y a quand même des gens qui ont essayé d'enquêter un petit peu. Mhm. Donc, qui est Julie de Guldenstube? Donc, comme je t'ai dit, elle vient d'une famille d'aristocrates. Elle est née au château de Sarre, d'une famille de la noblesse balte suédoise. En 1858, elle vit à Paris. Elle est médium en 1860. C'est intéressant qu'en 1860, l'année où le livre de Robert Dale Owen sort, elle soit médium. On peut dire, comme je t'ai dit, la famille, elle est vraiment acquise au surnaturel. En 1859, Daily News, donc un journal, rapporte à propos de Julie qu'elle est très intelligente et aimable, mais une petite créature à l'allure des plus étranges, surnaturelles et elfiques. Moi, j'aime bien la façon dont on écrivait à elfique, l'époque. ça fait très fantastique, effectivement. Oui, je trouve ça très drôle que ce soit écrit en 1859 dans un journal. Donc elle décédera en 1888 dans sa maison 6 au 29 rue de Trévise à 69 ans. Et ça, on a son acte de décès officiel à Paris. Donc ça c'est une certitude. Donc en fait le témoin majeur, c'est quand même quelqu'un qui est très porté sur tout ça. Elle va quand même finir médium en 1860. C'est quand même assez particulier. Il y a Camille Flammarion aussi qui va faire une enquête. Donc, si 32 ans en 1845, alors il se dit elle est née en 1813. Jusque-là, je pense qu'il est sur la bonne voie. Le problème, c'est que Émilie Saget a dit, donc là c'est un peu la faille, c'est un peu le punch. Émilie Saget a dit j'ai 32 ans et je suis né à Dijon. Donc lui, Camille Flammarion, se dit ah bah tiens, ok, 1813, je vais aller, tout comme bon généalogiste, il va à Dijon dans les archives, il ne trouve zéro Émilie Saget. Donc ça c'est un gros problème. Par contre, il va trouver une Octavie Saget, née en 1813 de père inconnu. Est-ce que ça serait sa sœur jumelle? Ou est-ce que ça serait elle? Elle a changé son prénom pour. Est-ce que par exemple, parmi les théories, c'est que Julie, qui parlait du coup allemand, qui vient d'une famille suédoise, peut-être qu'elle a confondu le nom Julie avec Octavie. Tu sais, au fur et à mesure, tu sais, le nom il s'est un petit peu altéré avec la mémoire de Julie, qui parlait peut-être pas forcément très très bien français. En tout cas, quand elle était jeune, du coup, elle se rappelle d'une Émilie et pas d'une Octavie. On sait pas. Ou alors, il y a une autre théorie qui est que Émilie, en fait, elle aurait altéré son nom pour masquer son illégitimité, père inconnu, ou alors pour brouiller ses 18 autres postes précédents, pour pas qu'on retrouve de traces. De dire, ah bah tiens, tu sais, donc on va aller chercher pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée autant, du coup, tu sais, j'allais dire on appelle au téléphone, mais il n'y a pas de téléphone, on envoie un courrier aux autres institutions en disant, ah tiens, vous avez eu une Octavie Saget, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, qui lui explique un peu tout ça. Peut-être qu'elle aurait altéré son nom en Émilie. Donc c'est un petit peu la faille, je trouve, dans le truc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, moi, ton histoire, elle me pousse à plusieurs réflexions. En fait, je l'avais pas lu, hein, même si j'ai cette historia, j'avais pas lu l'histoire. J'avais pas lu cette histoire, en tout cas, qui est effectivement très intéressante. Moi, la première remarque que j'aurais tendance à faire, c'est de me dire, mais il y avait des dizaines de témoins, en fait, ouais, de ces apparitions. Et si j'avais été un enquêteur, j'aurais, à l'époque, si j'avais été Camille Flammarion ou autre, j'aurais poussé à aller voir les autres témoins qui, eux, auraient pu confirmer toute cette histoire que tu nous as racontée avec des apparitions dans la classe, etc., etc.
Et finalement, ça m'impose cette personnalité de cette dame m'impose c'est la réflexion suivante, c'est de me dire ok, on a en face de nous une médium, donc une médium qui est mystique, clairement, qui est du milieu ésotérique. Et alors, moi, je me dis, on est quand même dans les années 1840, 1850. On est dans le cœur de l'ésotérisme. Hein. Tous les mystères, ils vont se créer là, quoi, quelque part, à l'époque. Hein. Et en fait, cette dame, elle aurait pu avoir une influence telle, puisque les médiums sont des personnes charismatiques, sont des personnes aux personnalités fortes. Ouais. Elle aurait pu influencer, de par son récit, les dizaines de témoins qui est autour d'elle. Mais cependant, autre réflexion, qui était une réflexion que j'ai eue dans le cours de l'histoire cette fois, c'est de me dire, ça me rappelle quand même à plein de faits, et ces faits, ils se déroulent aussi à cette période-là. C'est-à-dire que cette dame qui a ce don de bilocation, on a quand même un certain nombre de récits au 19e siècle d'apparitions. Alors j'en ai 5. Voilà, donc vas-y, peut-être qu'on peut en parler, parce que c'est vrai que c'est particulier. Alors j'en ai 5, mais je voulais avoir ton avis avant. Donc alors oui, tu résumes aussi, tu résumes un peu mon avis. Je te le donnerai après mon avis, mais effectivement, vas-y. On en a 5 et pas des moindres hein, quand même. Alors bien sûr, il y en a beaucoup plus que ça, mais j'en ai gardé 5 pour le récit. Le premier, tiens-toi bien, t'es assis j'espère. Il y a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Donc si vous savez pas qui est Abraham Lincoln, je vous conseille d'aller voir sur internet. Mais il a mentionné avoir vu 2 images de lui-même dans des miroirs distincts. Sa réflexion était pâle, moins vivante. Et c'est avec cette apparition que la First Lady aurait prédit qu'il n'irait pas au bout de son premier mandat, mais que son double prendrait le second. Et ça s'est réellement passé. Bon, bien sûr, sauf l'histoire du double et compagnie, mais il n'a pas été... l'assassinat a été prédit, pas le double, parce que sinon on ne discuterait pas aujourd'hui, je pense, et puis ça serait communément acquis qu'on a tous des doubles, maléfiques ou pas. Mais bref, en tout cas, je trouve ça fou quand même. Enfin, tu sais, tu te dis, ah ouais, tiens. Le deuxième, Johann Wolfgang von Goethe. Donc on reste du côté allemand avec... le fameux Goethe, le fameux. Écrivain, d'accord. Poète, politicien allemand. Alors lui, moi j'ai trouvé cette petite histoire de Goethe ultra intéressante. Il va rencontrer son double alors qu'il est à cheval après avoir rendu visite à un ami. Donc t'imagines, il est à cheval, il rentre chez lui, donc peut-être une soirée arrosée. Hein. L'autre cavalier s'approche dans l'autre sens et en fait quand il se rapproche, il va se dire voyons, c'est moi mais habillé de façon différente. Tu sais, en gros, il se rend compte petit à petit, il se croise et puis hop, il se rend compte que c'est lui. Et puis voilà. L'histoire s'arrête là. Sauf que quelques années plus tard, Goethe, ce qu'il va se rendre compte, c'est que en rentrant chez lui sur la même route, il est habillé exactement comme son double qu'il avait rencontré des années avant. Je trouve ça énorme comme histoire. On est presque sur un autre débat là. Exactement. Mais de toute façon, d'époque, d'entrechoquement des époques. Ouais, exactement. Et si tu regardes les 5 cas que je vais te donner, en fait, ils sont tous un peu différents. Tu sais, le cas d'Emily, c'est vraiment un double qui, tu sais, ça se dédouble et puis, elle se dédouble et puis voilà. Les autres, c'est des cas différents. Lincoln, il se voit dans un miroir, il voit une réflexion pâle, moins vivante. Goethe, il se voit habillé différemment et puis en fait, plusieurs années plus tard, il va se dire, ah bah tiens, c'était moi. Troisième cas, impératrice russe Catherine. Donc l'impératrice Catherine de Russie. Elle est réveillée par ses servants qui étaient ahuris de la voir endormie, alors qu'ils venaient de la voir dans la salle du trône. Bon, en fait, ça, je trouve ça un peu bizarre, parce que je me dis, ces servants, ils la voient dans la salle du trône, et puis au même moment, ils vont la poke avec un bâton, là, pour dire, tiens, est-ce qu'elle est en train de dormir ou pas? Je trouve ça vraiment bizarre comme histoire, mais bref. Donc, l'impératrice va voir par elle-même, car elle les croit pas. Elle se voit elle-même sur le trône. Elle ordonne de tirer. Et en fait, elle va mourir quelques semaines plus tard d'une crise cardiaque. Donc ça, c'est le petit truc en plus, là, mais on ne dit pas, en tout cas dans les sources que j'ai trouvées, si le double est mort ou pas quand elle a ordonné de tirer sur le double. Bon, celui-là,
je trouve ce témoignage un peu étrange. Enfin, c'est un peu bizarre. Le quatrième, c'est George Tryon, vice-amiral. Donc, vice-amiral, discrédité par l'histoire pour son erreur de navigation qui emportera la vie de 357 marins, dont lui-même. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il va percuter le HMS Camperdown avec son bateau, le HMS Victoria, aux côtes du Liban. Donc en fait, il est vice-amiral, il dirige son bateau, et puis en fait, il va faire une grave erreur de navigation, et en fait, il va du coup percuter avec son bateau un autre bateau. Avant de sombrer, il va crier « Tout est de ma faute ». Sauf qu'en fait, au moment où se passe cette tragédie, à des milliers de kilomètres à Londres, alors ça me rappelle Toutankhamon, sa femme, qui organisait une fête, le verra, elle et plusieurs invités, dans son grand uniforme. Du coup, en fait, il y a une fête chez lui, et au même moment, il y a plusieurs personnes dans son salon, et puis sa femme inclus, qui le voient déambuler chez lui, dans son grand uniforme. Il va descendre l'escalier, il va déambuler, il va aller dans plusieurs pièces. Un peu comme les autres, il va pas vraiment participer à des discussions ou des trucs comme ça, mais bref, en tout cas, il va être vu, et il va prendre la porte, il va sortir. Et ce sera la dernière fois qu'il le verra. C'est intéressant comme cas de double. Et tu vois, c'est encore un autre type de double, au final. C'est vraiment étrange. Et le dernier, qui est... Je pense que c'est celui qu'on connaît le plus, nous, hein, c'est Guy de Maupassant. Donc Guy de Maupassant... Le Horla. Exactement. Il va écrire un livre qui est inspiré de son expérience, le Horla. Et ça, c'est quand même incroyable, parce qu'en fait... Ce qu'il dira, c'est qu'il a vu son double qui serait entré dans son bureau, qui se serait assis à ses côtés et qui lui aurait dicté l'histoire de son livre. C'est quand même énorme. Moi, je trouve ça énorme. Parce qu'en plus, le livre parle de ça. Donc l'histoire est... Je vous invite à aller relire le Horla, d'ailleurs. Ah bah, et ça m'a vraiment donné envie de le relire. Tu sais, en lisant ça, je me suis dit, je vais le relire avec une autre vision. Donc l'histoire est contée par un homme persuadé d'être fou après s'être rencontré lui-même. Donc, Guy de Maupassant, je pense qu'il terminera alcoolique et fou. Je suis pas, j'ai pas été plus loin sur la recherche, mais je pense que c'est ça. Il a terminé, il a pas très bien terminé, je pense, Guy de Maupassant. Mais il dira avoir eu plusieurs épisodes de dédoublement, dont cet épisode de dédoublement qui le fera arriver au livre Le Horla. Donc, un incroyable autre témoignage. Donc, est-ce que ton avis il a changé un peu avec ces 5 exemples? Je dirais qu'il y a quand même, dans ces 5 avis que tu nous exposes, il y a quelque chose qui est quand même un point commun à tous ces personnages. C'est leur condition. On est tous sur des personnes, on n'est pas sur des pecnos du 19e là. Exact. Hein? Alors, effectivement, alors Émilie, avec tout le respect que j'ai pour elle, c'était plus effectivement une anonyme, au final. Voilà. Et en fait, on vient donner d'autres preuves de gens qui sont très connus. Effectivement. Bien que tu aies dit que ce soit une personne qui soit du milieu de la médiumnité, etc. Julie, elle est. Ah, Julie, ah oui, d'accord. Ouais. Oui, ouais. Mais Émilie, donc Julie, qui est le témoin principal de l'affaire au final, et le seul. Oui, qui est une personne lambda en fait. Qui est issue de l'aristocratie et qui va finir médium. Par contre, Émilie Saget, qui se dédouble, elle est issue. Elle est enseignante. C'est vraiment une personne lambda, effectivement. Alors, du coup, je me dis aussi, au 19e, alors, pour rationaliser tout ça, alors, effectivement, ouais. on a aussi l'histoire de les possibles mystères, on va dire, des entrechoquements de période. Hein. Là, on est presque dans Interstellar, en fait, hein, finalement. On est dans des dimensions, la 5e dimension, hein, où c'est son double, il ressort de je ne sais où. Ouais. Mais alors, moi, ça j'avoue, je suis pas un grand adepte de cette théorie-là, mais je me dis, 19e, j'en reviens à toujours, je déroule mon raisonnement. Au 19e, on est quand même sur une période où il y a vraiment une recherche un peu, où tout ce qui est spirit est très très en vogue. Et il y a aussi quelque chose qui est très très en vogue au 19e, hein, c'est l'opium. Hein, oui, c'est l'opium. Oui. J'y avais pas pensé à ça, bien vu. Et ces 5 personnes-là, elles ont sans doute... Ils y avaient accès. Voilà.
elles y avaient accès. Donc finalement, est-ce qu'elles sont pas en train de nous raconter leur expérience de cette drogue de l'époque? C'est un très très bon point. Et voilà. Après, ça n'explique pas la théorie effectivement de cette personne lambda qui a un double. Mais ceci dit, je suis quand même un petit peu... Quand j'entends que cette personne-là, quand son double apparaît, elle est épuisée, il y a quand même des éléments physiologiques. Ouais. Des éléments physiologiques et qui ne peuvent être interprétés que par des éléments externes, finalement. Hein, une consommation de quelque chose ou une absorption de quelque chose. Je te renvoie la balle sur un mystère, et ça m'a fait penser à ça. Et en fait, je me souvenais de ce truc-là. Alors, il faut que je retrouve la page, mais ça fera peut-être l'objet d'un épisode, d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant. Alors, il faut que je revienne. C'est sur le pain du pont Saint-Esprit. Ah, incroyable. Ah ouais, alors celui-là, il faut faire un épisode là-dessus. Alors, on fera un épisode là-dessus. Ah ouais. Mais, du coup, effectivement, des éléments où on a des foules qui deviennent complètement folles. Ouais. Voilà. Alors, en plus, c'est beaucoup plus contemporain. Oui, c'est les années 50, ça. C'est les années 50. Ouais. Mais c'est surtout que, voilà, on a effectivement aussi une espèce d'hallucination collective, qui pourrait être liée alors je dirais à un élément psychotrope, on va dire. Ouais. Mais voilà, après, moi, c'est en ça que, en fait, je dirais que pour ce genre d'histoire, elle se mêle entre la psychiatrie et la drogue, en fait. Ouais, alors, je sais pas où on en est. Je sais pas si on est dans le bon entre-deux. Ouais. Mais souviens-toi qu'au 19e siècle, on a aussi les apparitions maritales de la Vierge Marie, de Bernadette Soubirous, ou alors on a au début du 20e siècle aussi un truc hallucinant, c'est les apparitions de Fatima à Fatima au Portugal. Ouais, c'est vrai. On a des centaines de personnes qui voient des apparitions, et en fait, ce qui peut être rationnel, alors on essaie toujours d'être rationnel, on critique pas la religion, on critique pas... On essaie de trouver des réponses à ces questions dans notre monde rationnel. Et je dirais que, est-ce que finalement, à l'époque, il n'y a pas eu un élément qui a fait que on avait ou une personne qui avait des problèmes psy, on va dire. Oui, peut-être. Ou alors on avait des personnes qui étaient collectivement sous l'emprise de quelque chose. Comme les danses qui ont duré plusieurs jours en Bretagne, je pense que c'était en Bretagne. Exactement, oui, tout à fait. Tout un village s'est mis à danser jusqu'à la mort pendant plusieurs jours. Là. Enfin, incroyable cette histoire. Oui, non, mais effectivement. Écoute, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que déjà, le truc qui est vraiment bizarre, on a un seul témoin qui est tourné vers le spiritisme. Donc, un seul témoin sur 42 qu'on arrive à retrouver qui est très tourné sur le spiritisme. Deuxième problème, il n'y a pas d'Émilie Saget dans l'état civil de Dijon pour l'année où elle est censée être née. Alors après, effectivement, à l'époque, peut-être qu'il y a des trucs qui ont été altérés, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est quand même assez suspect. Troisième problème, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment, du coup, d'archives. On n'a aucune preuve de sa pensionnat, de sa venue au pensionnat. En fait, il n'y a pas vraiment de... Le pensionnat existe, on a Julie de Guldenstube qui existe, qui est allée, donc là-dessus on a plein de preuves et tout ça. Par contre, encore une fois, tout tourne autour de cette Julie. Donc moi je pense, comme toi, que c'est fascinant parce que c'est typique du milieu des années 1800. 1855-1857, on a une grosse poussée du spiritisme, des sciences occultes, des tables qui tournent, de communiquer avec les esprits du Ouïa dans le milieu parisien, et pas que parisien, mais donc il y a une grosse poussée. Il y a ce livre qui sort en 1860 et on a Julie qui vient d'un pays assez lointain. Je pense à l'époque, t'imagines Riga, Paris, à l'époque ça devait pas se faire aussi souvent qu'aujourd'hui, qui est très mystérieuse. Comme le montrent certains témoignages et compagnie, et qui explique cette histoire et qui doit en remettre des tonnes et compagnie. Alors, comme tu dis, peut-être qu'effectivement, il y avait une Émilie Saget française qui était prof là-bas. Peut-être qu'il y a eu des rumeurs parce que elle ressemblait à quelqu'un d'autre ou ce genre de truc. Et puis et je pense que l'histoire elle a été montée comme ça en confiture. Enfin, tu sais,
Un autre truc, et là c'est plus sur le cas global pour moi des dédoublements, c'est qu'il y a, et ça on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que ça arrive assez souvent, mais on n'a plus aucun cas aujourd'hui. Plus aucun cas intéressant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier cas que j'ai décidé de pas raconter parce que il est vraiment il est vraiment tiré par les cheveux, on va dire. C'est le cas de Yvonne Aimée de Malestroit, qui était dans une paroisse, qui était résistante, qui se serait évadée d'une prison allemande par la bilocation. Tu sais, c'est quand même des cas. Il y a zéro source, il y a zéro truc. Enfin, donc voilà. Donc c'était le dernier cas vraiment. C'est pas très probant. J'ai pas voulu en parler parce que c'est pas voilà. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on parle plus de tout ça. Donc c'est ça. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Par contre, je peux te dire que quand j'étais petit, que j'avais ce livre Historia et que je le lisais le soir, je trouvais ça fascinant. Et encore aujourd'hui, en racontant l'histoire, je me dis c'est incroyable. L'histoire, elle est incroyable. Donc bien joué, Julie. Pour moi, c'est bien joué, Julie de Guldenstube, parce que la façon dont elle l'a raconté, tous les phénomènes et tout, c'est vraiment ça te fait poser pas mal de questions. Mais après, quand tu regardes tous les faits, effectivement, il n'y a aucun fait, tout tourne autour d'elle. Donc moi, j'y crois pas une seconde. Et vous ? Écoute, effectivement, on est sur quelque chose de, je pense, d'explicable. Hein. Ouais. Mais une histoire comme on les aime, une histoire obscure, une affaire obscure. Exactement. Et ce qui nous permet de clore, on va dire, ce premier épisode. Hein. Donc merci Florent pour cette belle histoire, hein, merci David, qui effectivement nous aura permis de passer quasiment 1 heure notre compagnie pour du coup évoquer cette première histoire des affaires obscures, avec d'autres qui vont s'en suivre. Et ce qui est fou, c'est que rien qu'en discutant, on a plein d'idées qui nous viennent en tête. C'est exactement ce que je me disais. On a déjà 5 nouveaux épisodes là, rien qu'en discutant. Donc il y a de l'échange en perspective, ça c'est une super nouvelle. Ce qui nous permet aussi de vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à suivre nos réseaux. Et là, je laisse la main à Florent sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à suivre Affaires Obscures sur Facebook. Facebook. On est sur Facebook. On va aussi vous envoyer le lien du Discord parce que sur Facebook et sur Discord, je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est quand on a des preuves, et pour éviter de vous dire cherchez sur Google et puis faites ci, faites ça, c'est de vous envoyer les photos directement sur Facebook, Discord, comme ça c'est intéressant quand vous sauf si vous êtes en train de conduire en nous écoutant, mais sinon vous pouvez quand même aller voir vite fait. Donc c'est ça, n'hésitez surtout pas aussi à nous noter sur Apple Podcast et sur les autres plateformes, ça va vraiment nous aider à avoir des notes et tout ça, ça va vraiment nous aider. Si vous voulez qu'on discute d'un des sujets qui vous tient à cœur, pareil, mettez-le aussi dans la note que vous nous mettez sur Apple Podcast. Mettez-nous un petit 5 avec des idées qui nous feraient plaisir d'entendre. Et puis, sinon, merci à tous pour votre écoute. Franchement, je me suis éclaté à faire ce premier épisode. J'ai trouvé ça trop cool. Et puis, merci à tous. Et du coup, David, sans trop en dire, mais j'aime, parce qu'en fait, le concept aussi, c'est que David et moi, on se dit pas de quel épisode on va parler. Donc c'est quand même, ça permet de garder un certain petit mystère. Mais du coup, David, sans trop en dire, c'est quoi la semaine prochaine? Alors, moi, j'ai osé un titre. Et je pense que le titre sera assez explicite pour tous. Mais je me vois bien à la terrasse d'un café et dire garçon, un café, une dame blanche et l'addition. Et voilà. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. L'épisode de la semaine prochaine. Ok. Un grand merci à tous. À la semaine prochaine pour d'autres affaires obscures. Salut David, à la semaine prochaine. Salut.